Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec l'outillage Microsoft. Guy, Oui. moi, j'aurais l'invitation en partant le podcast, j'aimerais inviter nos auditeurs qui nous suivent depuis plusieurs années. S'il y en a d'entre vous qui sont intéressés à comprendre un peu plus l'aventure entrepreneuriale que je fais, c'est-à-dire que bon, depuis quelques années, là, je démarre une entreprise, puis on a finalement identifié notre produit. Puis une des façons pour nous de partager ça avec nos familles, les gens qui sont proches, c'est qu'on a mis en place un infolette. Puis je vais lancer une invitation aux auditeurs qui seraient intéressés à venir s'abonner à l'infolette. Donc c'est assez facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est notre produit s'appelle To-Do Studio, donc c'est To-Do avec un trait d'union, .studio. Vous allez sur To-Do Studio et vous allez pouvoir voir là en bas, abonnez-vous à l'infolette, puis ça pourrait être une façon simple pour vous de retrouver. Sinon, on va mettre quand même le lien dans notre page. Je vais en profiter, Guy, vu que moi, je viens de faire une petite, on dit en québécois, une plug, c'est-à-dire... Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, ton infolette est pas technique, puis ce que tu partages, c'est vraiment je dirais pas les péripéties, là, mais comment ça avance au niveau de l'entreprise, au niveau du démarrage. Mm-hmm. Puis ça, ça peut intéresser plein de monde, là, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme. Ça peut être une application web que vous démarrez ou un service ou même autre chose, là. Fait que je trouve ça super intéressant que vous partagiez cette information-là. Ça peut être super utile. Surtout que la réalité moderne, c'est que c'est maintenant des services qu'on met en ligne. Il y a une dizaine d'années ou vingtaine d'années, c'était plus un logiciel qu'on publiait sur un CD-ROM ou en tout cas qu'on vendait dans une boîte. Mais c'est plus ça la réalité. Sur des disquettes, Mario, sur des disquettes. Pire, hein, sur des disquettes, mais c'est plus ça la réalité. La réalité, c'est que on met en place un service qui va rouler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Dans notre cas, nous, forcément, on utilise Azure comme plateforme d'hébergement. Mais c'est un peu plus complexe que ça pouvait être. Mais c'est fabuleux, c'est ce qu'on se disait, moi puis Eric, un peu plus tôt, il y a peut-être une semaine ou deux. Le même type de choses qu'on fait, probablement on n'aurait pas été capable de faire ça à deux gars, démarrer comme on fait là, et ça nous aurait probablement pris plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement juste pour acheter la quincaillerie, en tout cas parce qu'à l'époque, il fallait nous-mêmes monter nos serveurs et tout. Donc, essentiellement, ça aurait probablement été une start-up d'une vingtaine de personnes, puis on aurait brûlé proche $1 million juste pour essayer de voir si le marché. Puis dans notre cas, nous, vu que ça fait 5 fois qu'on pivote, c'est-à-dire qu'on change littéralement de produit, ça nous aurait coûté 5 fois $1 million. Je serais vraiment dans la dèche. Donc, pour ceux qui s'intéressent à un parcours entrepreneurial, venez vous inscrire à notre infolette. Ouais. Donc, c'est To-Do avec un trait d'union, .studio. Donc, nom de domaine .studio, un nouveau nom de domaine. Donc, intéressant. Guy, toi, tu continues toujours ta formation avec Azure Academy. Absolument. Donc, j'ai une formation de départ, là, de démarrage de 2 jours. Puis j'ai aussi une formation sur la modernisation d'applications ASP MVC avec les microservices, les containers, le serverless, là, tous les buzzwords là, dans ma formation de 2 jours que je donne en formation publique, puis aussi en entreprise, en privé. Là. Donc, puis notre invité aussi fait de la formation. Oui, tout à fait. Laurent Duveau, notre invité. Oui, bonjour Mario, bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs. Oui, salut. Donc, oui, effectivement, moi, ça fait longtemps que je fais du développement logiciel. Juste pour faire une petite présentation rapide, ça fait 15 ans là, de façon professionnelle. Et dernièrement, beaucoup sur les technologies web. Et en fait, je me suis spécialisé dans la formation. Effectivement, la formation que j'ai fait le plus ces dernières années, là, c'est sur le développement Angular. Mais je m'intéresse à tout ce qui est développement web. Donc, j'ai également rajouté une autre corde à mon arc, qui est de se spécialiser sur cet autre framework JavaScript qui s'appelle Vue. Et j'ai également une formation assez similaire à ce que je fais en Angular, c'est-à-dire une formation de 2 jours
pour des développeurs professionnels qui veulent apprendre assez rapidement là à être à jour sur ce framework. Donc ça s'appelle la Vue Academy, tout comme j'avais fait la Angular Academy, et comme Guy d'ailleurs qui fait le Azure Academy. Donc, c'est un peu Il y a comme un pattern. C'est des workshops spécialisés où on essaye dans un laps de temps assez court de rendre les gens autonomes là sur une technologie. Et nous, aujourd'hui, on veut parler de Vue.js. Puis, dans la mesure où tu maîtrises très, très, très bien Angular, et par la force des choses, en tout cas, comme en tant que formateur, tu t'es intéressé beaucoup à React. On fera pas juste, parce que c'est la première fois qu'on parle de Vue.js, donc on pourra faire une introduction classique, mais on va se permettre même de faire une comparaison avec les deux autres frameworks qui font à peu près, qui ont la mission de faire la même chose que Vue.js, c'est-à-dire Angular et React. Puis donc ça va teinter notre discussion aujourd'hui parce que on va toujours essayer de les comparer avec les deux autres frameworks. Oui, je pense que ça fait du sens, ça c'est relié. On va parler ce soir de Vue.js, mais c'est toujours intéressant et ça intéresse les gens là de comparer avec les autres approches, comme on compare souvent les technologies là qui sont on va dire des compétiteurs. Donc on pourra faire des parallèles. Effectivement, moi, j'ai des connaissances beaucoup en Angular, en Vue, React également. Donc ça va être intéressant de voir un peu comparer les approches, les forces, les faiblesses de chacun. Donc si on revient à la base, pourquoi il existe sur le marché des frameworks comme Vue.js? C'est quoi le problème que ça cherche à résoudre, ces frameworks-là? Oui, déjà, comme tout le monde a constaté ces dernières années, il y a eu un gros engouement vers les applications web. Puis tu vois, je parle pas juste de sites web là, mais vraiment d'applications web. Et ça fait un moment donné qu'on voit ça. Là, on voit vraiment des choses qui vont plus loin que juste une couche de présentation HTML. Si je parle d'applications, on a pu voir Outlook sur le web, ou bien Gmail, ou ce genre de sites web qui sont vraiment des applications qui roulent dans un furteur. Donc, la seule et unique technologie que l'on a pour rouler comme ça du code de l'applicatif client-side, du côté client, c'est JavaScript. Et JavaScript est un langage qui est assez particulier. C'est gentil, ça. J'essaie de trouver les mots. Il peut être surprenant et difficile d'approche pour des gens, par exemple, qui sont habitués à de l'applicatif plus côté back-end. Là, je parle à Java ou du .NET, où on a un compilateur, où on a du code fortement typé. Alors JavaScript n'est pas vraiment rendu là. Donc c'est difficile. En fait, c'est difficile. On a besoin, ou nos clients ou notre business nous demandent de faire des applications relativement complexes et sophistiquées qui roulent complètement dans un furteur, et donc avec JavaScript qui rend les choses relativement complexes. Donc ces frameworks là, vus comme les autres qu'on va pouvoir aborder également aujourd'hui pour comparer, essayent de répondre à besoin de simplifier la tâche là de ces pauvres développeurs web qui doivent faire des applications d'entreprise avec JavaScript. Donc fournir un maximum de fonctionnalités, l'approche framework, finalement fournir des briques de base pour pouvoir baser son code et faire nos tâches. Parce que si on compare, sans nécessairement comparer là, mais certainement plusieurs de nos auditeurs ont utilisé jQuery dans leur application web, jQuery qui est utilisé depuis bon nombre d'années. Et ces frameworks-là viennent soit remplacer ou bonifier jQuery? Oui, c'est un bon point, effectivement. JavaScript, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on essaye de se simplifier la tâche pour développer du logiciel avec ça. Alors, jQuery est tout simplement une librairie, je dirais, de fonctions utilitaires qui a eu ses beaux jours et qui a été très 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 utilisée et qui est très très intéressante parce qu'elle permettait donc de fournir tout un tas de fonctionnalités de base, de manipulation du DOM ou ce genre de choses. Mais les frameworks qui s'en viennent sont là, pas complètement pour remplacer ça, mais pour faire une approche qui vient par-dessus, là, puisque les frameworks fournissent pas juste de la manipulation du DOM, là, ou d'insérer des éléments dans une page, c'est carrément des fonctionnalités du type le routing, la navigation, faire du binding bidirectionnel, ce genre de choses. Ça va plus loin que
simplement jQuery. Donc jQuery finalement a été une librairie extrêmement populaire et très très bonne qui a beaucoup aidé, mais je dirais ces jours sont comptés parce qu'on en a beaucoup moins besoin. Finalement, ce que faisait jQuery est comme de base dans toutes ces librairies et frameworks, quand je parle de Vue, la React ou Angular, et qui fournissent en plus tout un tas d'autres choses. Donc en fait, d'adopter un framework nous évite d'avoir toutes ces dépendances, y compris jQuery en fait. Ce qui est intéressant, puis on va revenir, tu vas parler du terme DOM, D-O-M pour Document Object Model. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette première prise de conscience par les développeurs web que essentiellement une page web, c'est juste une arborescence de tags HTML sur lesquels on va appliquer des cascading style sheets, donc des styles pour les afficher la couleur, par exemple, ou changer la fonte ou des choses comme ça. Donc, le fameux jQuery que tu nous parles, initialement, eux, ils travaillaient justement sur cette arborescence-là, live dans la page, ils donnaient des utilitaires pour, si je veux trouver tel tag ou tel tag. Mais ce qui est tout nouveau, je pense, avec les frameworks, je pense que c'est Angular qui était un des premiers à arriver avec cette approche-là. Eux se sont dit, là, nous, la fameuse arborescence, est-ce qu'elle pourrait pas être un peu virtuelle? C'est-à-dire que je pourrais-tu la créer dynamiquement ailleurs et juste pousser dans la page la fameuse hiérarchie, mais au besoin. Puis peut-être que là, je suis en train de simplifier l'approche, mais je trouve ça intéressant comme point de vue pour présenter ces frameworks-là, parce que j'ai rarement entendu se présenter à ça. Puis le fait que on parle de jQuery, on s'était pas du tout consulté là-dessus, mais c'est peut-être une façon intéressante de partir la discussion là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, on pourrait quasiment dire que la problématique de base, c'est que les technologies web de base sont relativement archaïques. Là, quand on parle de HTML, de JavaScript et de CSS, c'est des choses extrêmement rudimentaires. HTML, c'est juste, comme tu dis, une arborescence d'éléments là dans le DOM, le Document Object Model, c'est tous les éléments HTML et les éléments HTML, on les connaît, il y en a pas beaucoup là. On peut faire un bouton, on peut faire une boîte de texte, une checkbox, un conteneur, et c'est à peu près ce genre de choses qu'on a. Donc c'est pas extrêmement sophistiqué. On est bien loin de ce qu'on pourrait faire, mettons, pour tes auditeurs qui sont familiers avec .NET, là on parle de WPF ou le XAML. Ça c'est des langages vraiment pour faire des applicatifs. Ils ont été créés pour ça jour 1. Alors nous on est pogné finalement en tant que développeur web avec un DOM qui a été créé il y a des dizaines d'années, qui a pas beaucoup évolué, et JavaScript qui est juste du scripting non compilé qui roule dans la page et qui tente de manipuler ce DOM-là. Alors effectivement, l'approche d'Angular qui a été le premier framework qui est arrivé en 2010, c'était de se dire on va avoir un espèce de MVC mais côté client. Alors on va avoir un modèle d'objet qu'on va récupérer mettons en faisant des appels AJAX vers un serveur, et ce modèle d'objet on va pouvoir le binder dans notre page en faisant vraiment abstraction là, du DOM et des opérations effectivement comme sur un DOM virtuel, et demander à la fin à la librairie d'afficher tout ça dans l'HTML. Mais on a beaucoup moins de JavaScript à écrire manuellement dans notre page. C'est une espèce de mix de HTML et de JavaScript qui fait des boucles, etc. L'approche jQuery, finalement, là, on a une plus belle abstraction avec un framework. Alors, Angular a amené l'approche, et finalement, les autres frameworks ont suivi un petit peu dans la voie, même s'il y a des différences de conception entre React, notamment, et Angular, mais dans tous les cas, l'approche, effectivement, c'est de s'abstraire là, de manipuler trop proche le HTML avec JavaScript et d'avoir quelque chose de plus élégant, de plus simple, de plus flexible. Comme tu disais, du coup, quand on récupère notre fameux modèle de données, ces frameworks-là vont s'occuper, eux, d'automatiser la mise à jour des valeurs, parce que là, si tu fais un binding, donc une certaine logique ou un certain comportement qui, même si ça peut sembler banal, c'est juste de prendre une valeur, l'associer avec un champ pour qu'elle soit représentée. Quand on veut commencer à faire ça correctement, c'est pas aussi simple. On rencontre rapidement des enjeux. Et la beauté, Angular était un des premiers à arriver avec ça. Après ça, React a suivi, et dernièrement Vue.js, c'est de s'occuper de toute cette mécanique-là, de faire la jonction entre les données et l'affichage à l'écran.
Ouais, c'est ça, vraiment d'être en tant que développeur web, on a un niveau un peu plus, on a un peu plus haut niveau, je dirais. On a moins à mettre les mains dans le cambouis, là, direct, à faire une boucle de JavaScript qui va insérer des éléments dans une liste, tu vois. On n'est plus à ce niveau-là, effectivement. Donc, c'est ce que ces frameworks ont apporté. Alors, pour faire le petit historique, donc Angular est arrivé en 2010, et puis React est arrivé, quelques années plus tard, en 2013. On parle de 3 ans de différence, mais on sait qu'en développement web, c'est 3 ans, c'est beaucoup. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Et donc, on peut aussi dire que à l'origine, c'est Google qui était derrière Angular. oui, alors c'est toujours Google qui est derrière Angular, ça va pas changer. React est fait par Facebook. Et puis là où Vue est arrivé lui en 2014 pour la première version, un petit peu après tout le monde. Et Vue, lui, c'est un petit peu un concept différent dans le sens où c'est pas vraiment une grosse compagnie qui a parti ça. C'est Ivan Yu, qui est un ingénieur en fait qui travaillait dans l'équipe d'Angular chez Google, dans l'équipe d'Angular, et qui à un moment donné s'est dit qu'il voulait créer quelque chose, son propre framework, là, mais plus lightweight. Là. Il voulait un espèce d'Angular, mais peut-être plus léger, une approche un petit peu différente. Donc, il a créé Vue.js, qui est également comme les autres open source, parce que Facebook et Google sont derrière leur framework, mais ils les ont rendus complètement open source avec licence MIT. Là. Donc, ils veulent de l'adoption. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de licence commerciale et quoi que ce soit. Donc, les 3 frameworks sont complètement open source. Mais c'est vrai qu'il y en a un, là, le Vue, qui est pas vraiment conçu par une grosse compagnie, là, comme on aurait l'habitude avec les autres. C'est vraiment un ingénieur qui a commencé ça. Alors, ça a évolué depuis, bien sûr, et maintenant, il y a quand même une équipe qui est derrière lui, parce que quand Vue a commencé à avoir beaucoup de popularité, là, on va dire, ces 2 dernières années, les gens commencent à se poser la question, ben oui, ça peut être une approche intéressante. On parlera d'ailleurs dans quelques minutes pourquoi ça serait intéressant par rapport à React et Angular, mais les gens qui se sont posés la question, est-ce que je quitte React ou est-ce que je quitte Angular pour aller vers Vue, mais est-ce qu'il y aura du support? Est-ce que cet ingénieur, Ivan Yu, est-ce que s'il se fait frapper par un autobus, ça serait malheureux, mais tu sais, quel est l'avenir du framework? Est-ce que ça va mourir? Alors par rapport à ça, il a commencé à s'entourer de plus en plus avec une équipe, donc il prétend actuellement qu'il serait beaucoup moins indispensable au framework. C'est vrai que ceci dit, bon, ça peut paraître quand même. Et c'est clairement lui qui est la tête pensante là, du framework actuellement. Même s'il a une équipe derrière lui, je pense que mais on a vu dans l'histoire d'informatique, c'est peut-être pas mauvais d'avoir, je sais pas si on peut dire qu'il y a une vision très dictatoriale, mais en tout cas, quelqu'un avec une opinion forte, parce que je vais donner l'exemple de Linux, ça peut aider d'avoir, au lieu que ce soit un comité qui essaie de créer quelque chose, c'est vraiment un individu qui a une vision et qui a une opinion très, très, très forte sur ce que devrait être un outil, et ça peut avoir ses bienfaits. Moi, je t'ai entendu il y a quelques... il y a pas si longtemps, Laurent, où tu faisais un comparatif entre Angular, Vue.js et React, et j'aimais beaucoup comment tu avais présenté, c'est-à-dire que tu positionner comme Angular et React à deux opposés complètes et Vue un peu dans le milieu. Est-ce que tu peux, pour les besoins de nos auditeurs, refaire cette analogie-là que je trouvais très, très, très intéressante? Oui, pour mettre dans le contexte, donc c'est à Montréal, et c'était à l'heure où on enregistre ça, c'était une semaine, la semaine passée, et puis effectivement pendant un meet-up, le meet-up HTML5, on a fait un panel avec les 3 technologies présentées par 3 représentants, je dirais 3 experts, et c'était très intéressant là, de pouvoir voir les 3 approches, donc React, Angular et Vue. Effectivement, on a eu des bonnes discussions, et ce qu'il a ressorti, moi, comme j'aimais bien le présenter, c'est que Angular est une approche vraiment framework, c'est-à-dire le framework complet. Là, tu l'adoptes, tu prends toute la machine, et puis ça fait la job, et tu peux te concentrer sur ta logique d'affaires, ton intelligence d'affaires, un peu comme quand tu adoptes le framework .NET, tu l'utilises, tu peux l'étendre, etc., le customiser, mais globalement, tu utilises le framework, ou si tu utilises Java. Alors ça, c'est l'approche vraiment Angular. React a pris une approche différente. Et en fait, React ne s'appelle pas exactement un framework, c'est plus une librairie. C'est clairement positionné comme une librairie UX, une librairie vraiment pour faire ton front-end. Et React est vraiment orienté autour de la notion
d'un DOM virtuel, faire des opérations à toute vitesse sur un DOM virtuel et puis en fait tout envoyer dans la page en bout de ligne pour avoir une certaine vitesse. Mais c'est surtout vraiment juste la partie librairie qui s'occupe de ça. Donc moi j'appelle ça un buffet Facebook où on peut l'utiliser avec d'autres. Il faut l'utiliser avec d'autres librairies. Il faut composer notre application avec React plus une librairie pour le binding, une librairie pour la navigation. Puis on a le choix dans plein de librairies. C'est vraiment l'approche flexible. Je choisis ce que j'ai besoin pour mon application par-dessus React. D'accord, donc c'est pas vraiment le framework complet qui fournit tout comme Angular, c'est plus une approche plus choisis ce que tu as besoin. Et alors Vue, lui s'est positionné, il est arrivé après les deux autres et puis il s'est positionné entre les deux. Moi, je le positionne vraiment entre Angular et React. Vue, c'est un framework, mais ils appellent ça un framework progressif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser de façon vraiment très légère, juste à mettre une ligne de JavaScript, faire référence à la librairie et commencer à l'utiliser, à faire une instance de Vue avec des composants, mais sans avoir à prendre toute la machine, toute la plateforme comme un Angular. Donc ça, c'est l'approche Vue. Mais quand tu commences léger comme ça, après, tu peux par contre, tranquillement, pas vite, amener tout le reste et faire une vraie application complète avec la compilation, le bundling, un peu à l'approche d'Angular finalement. Mais ça te laisse le choix de commencer petit finalement. Ça, c'est comment je positionne Vue par rapport aux deux autres. Puis un des commentaires qu'on recevait des gens, qui entre autres ceux qui utilisent React et tout, dans la mesure où justement, c'est un buffet, il y a des défis. Ça peut sembler beau sur papier en disant, ben écoute, j'ai le meilleur des mondes, je choisis ce que je veux, mais tu as aussi toute la problématique de t'assurer que toutes ces composantes-là fonctionnent bien ensemble. Parce que dès que tu mets à jour une version, oups, il peut y avoir des effets de barre, en tout cas différentes choses. Ce que tu vis pas avec Angular. Angular, oui. Quand Google te présente une nouvelle version, c'est tout le framework de bout en bout qui a été retesté et qui est revalidé. Ouais, effectivement, quand on a discuté là aussi, le point qui retenait, c'est qu'au niveau des mises à jour de l'application, c'est un défi avec React, dans le sens où, dépendant comment tu as monté ton projet, il faut que tu vives avec les migrations de toutes les librairies. Là où effectivement Angular, comme massivement tu utilises le framework, tu peux éventuellement aller chercher d'autres librairies, mais globalement, là, 90% de ton projet, c'est le framework Angular. Donc, quand il faut une nouvelle version, tu n'as qu'à migrer tes librairies et globalement, ça se passe bien, donc ça migre très bien. Et Vue, là aussi un peu l'approche hybride. Vue à le framework, l'aspect framework, mais qui est plus petit que Angular. Donc, tu vas aller chercher quand même quelques librairies qui sont pas officielles, comme par exemple pour gérer les formulaires, il n'y a pas de librairie core. Donc là, il faut vivre avec ça aussi. C'est quand même, je pense, plus facile qu'un React à migrer, mais peut-être moins, pas aussi facile qu'un Angular. Mais pour le bénéfice de Vue, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont plus proches de la philosophie initiale que jQuery pouvait amener en disant, écoute, c'est très proche du JavaScript tel qu'on le connaît. Parce que dans Angular, là, c'est le framework a aussi toute sa façon de voir comment tu devrais programmer. Puis c'est ce que beaucoup de gens aiment dans Vue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de changer tout leur paradigme pour commencer à programmer avec Vue. Tandis qu'en Angular, tu vas avoir besoin d'une formation d'au moins 1-2 journées juste pour comprendre tous les paradigmes que l'équipe de Google a mis en place. Oui, je suis d'accord avec toi, puis c'est probablement l'idée qu'avait Ivan New, là, le créateur de Vue, quand il a commencé ça, c'est qu'il voulait vraiment un espèce d'Angular, mais peut-être plus léger, plus simple à apprendre et plus simple à mettre en place. Donc effectivement, il est beaucoup plus abordable. Vue est beaucoup plus abordable. Et très certainement que tu pourrais faire ta première application en Vue. Si tu connais JavaScript, HTML, tu pourrais faire ta première application en Vue sans trop de problèmes, sans forcément effectivement aller te former. Là où à Angular, même si tu connais JavaScript ou HTML, il faut quand même que tu apprennes le framework. Et qu'est-ce que fait le framework? Avant de pouvoir en tirer avantage, ça reste très simple selon moi de faire une application Angular, mais il faut apprendre le framework. Donc il y a ce petit learning curve de l'apprentissage du framework. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que React, de leur côté, eux aussi ont un certain prérequis, c'est-à-dire qu'il faut que tu maîtrises très bien la programmation fonctionnelle. C'est-à-dire que le langage JavaScript, à la base, c'est un langage de programmation fonctionnelle
que à travers les années, on a essayé de déguiser dans un langage orienté objet, mais ça reste qu'à la base, c'est un langage fonctionnel. Et l'équipe React, eux, ont juste dit, adoptons-le pour ce qu'il est, pour ses forces, parce que ça peut être très puissant programmé avec une approche fonctionnelle. Mais encore là, ça peut être un peu rébarbatif pour les programmeurs qui arrivent d'un mode où ils sont plus habitués à programmer de façon procédurale ou en tout cas à travailler avec des langages orientés objets, que ce soit Java ou .NET. Oui, effectivement. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou Oui. Et puis comme tu dis, moi je dis souvent que l'approche orientée objet en JavaScript c'est du maquillage là. Mais le langage lui-même n'a pas été fait pour ça à l'origine. Alors on l'a tiré au fur et à mesure du temps là dans quelque chose un peu orienté objet en rajoutant des syntaxes comme les classes et l'héritage, même si c'est que de la syntaxe finalement, c'est pas vraiment implémenté comme ça. Mais effectivement, React aussi, je dirais Angular et Vue ont une approche type vraiment composant basé sur des classes. Donc on a une classe qui fournit un constructeur et des méthodes et des propriétés, et on a un template du HTML, la vue, où on va binder ça dessus. Alors qu'effectivement, React a plus une approche fonctionnelle. Donc peut-être là un petit learning curve aussi pour les gens qui sont moins familiers avec ça. Moi, je serais curieux aussi est-ce que j'aimerais qu'on aborde le fait que Progressive Web App, PWA, est maintenant rendu quelque chose de concret, réel, c'est-à-dire que ça a été annoncé pendant plusieurs années que ça s'en venait. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'effervescence qu'on voit autour du développement web, là, surtout depuis les derniers 24 mois, est implicitement due par cette promesse-là des PWA? En fait, on pourrait peut-être définir c'est quoi PWA? Ouais, tu penses que c'est important? Oui, alors moi je peux en parler. Alors, je dirais que tout ça, ça vient du débat application web versus application native. Donc, quand on dit qu'on fait une application mobile native là pour une plateforme iOS, pour un iPhone, iPad ou bien pour Android, est complètement différente que quand on fait une approche, on fait juste une application web. Et alors, il y a toujours eu des technologies, des frameworks dans les deux approches qui sont bien différentes. Et PWA, c'est plus du côté web. Quand on fait une application web, ou justement PWA qui veut dire, c'est un acronyme pour dire Progressive Web App. C'est tout simplement un ensemble de concepts là, mais je cherche le mot. De convention. Parce que, en tout cas, je sais pas si on peut dire de convention, mais de spécification. Ouais, de spécification parce que tu vas utiliser des capacités que les navigateurs nous donnent pour être capable de faire afficher ou pas faire afficher des composantes selon la dimension de l'écran. Donc, toute la partie progressive, c'est-à-dire, parce que à la base, tout ça existe parce que le mobile est devenu omniprésent. Ça, c'est la première chose. Donc, dès que le mobile était la première plateforme que tout le monde visait, on s'est mis à faire des sites web qui se réajustent en fonction de la dimension d'écran, d'où la partie progressive. Et, comme tu disais, les Progressive Web App, donc c'est un ensemble de spécifications qui viennent amener du comportement natif aux applications web. Donc, dans le but que là, une application web ait vraiment un maximum de comportement qui est quasiment semblable, même si ça ne l'est pas là, quasiment semblable à une application native. Donc on parle du UI qui est capable de présenter, mettons je mets un bouton HTML, mais quand ça va rouler sur un iPhone, ça va être le bouton typique du iPhone, ou quand ça va être sur un Android, ça va être le bouton typique du Android. Ce qu'on aurait obtenu normalement avec une application native, mais là finalement on est juste en web. Ça c'est le premier point. Puis il y a aussi tout ce qui est le fonctionnement offline. Ça s'appuie sur le service worker en JavaScript. Donc là aussi, c'était assez nouveau, ça, pour une application web. Normalement, il faut toujours être connecté. Et là, on a cette possibilité de fonctionner offline. Il y a également les notifications. Une API de notification. On peut avoir de notifications comme on a sur une application mobile. Et surtout, je dirais, la possibilité de s'installer. Alors, quand je dis installer, là, vous me voyez pas, mais je fais comme des double cote avec mes doigts, mais ça s'installe pas vraiment. Mais on peut donc avoir cette application web PWA sur un mobile et ça va nous proposer de s'installer et ça va nous donner une icône sur notre Android ou sur notre iPhone. Un raccourci. Un raccourci, mais une vraie icône, de la même façon qu'on aurait une icône d'une application mobile. En fait, on ferait même pas la différence. Tu peux, en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur final, tu peux pas faire la différence finalement entre cette icône
entre deux icônes, là, une qui est une application PWA qui a été installée depuis le navigateur et une mobile, dans le sens où une native, je veux dire, dans le sens où celle qui a été installée avec PWA, quand tu cliques dessus, ça t'ouvre l'application web, mais en full screen. Il y a plus le Chrome là du navigateur. Ça fait vraiment comme une application mobile native et qui va avoir du look and feel qui ressemble à une application native, qui va fonctionner offline avec une notification. Donc c'est vraiment avoir un comportement là similaire à une application native sans la complexité d'avoir à redévelopper tout mon front-end en Android ou en iOS. OK, donc maintenant qu'on a bien défini c'est quoi PWA, est-ce que Vue supporte ce type d'application-là? Ben, je te dirais, puisque PWA n'est qu'un ensemble de spécifications qui utilisent globalement HTML5 et JavaScript, toute application web peut tirer avantage de ça. Donc, que tu sois avec Vue, React ou Angular, tu peux déjà le faire. Après, ceci dit, il y a des frameworks qui t'offrent la possibilité de le faire plus facilement. Et Vue, effectivement, a une librairie qui te permet d'avoir le PWA, le comportement PWA, rien que tu n'aurais pas pu faire manuellement, si tu veux, mais c'est une façon plus facile. Pareil pour Angular. OK. Donc, si je comprends bien, c'est que à la base, Vue ne supporte pas directement PWA, mais on peut facilement y greffer une librairie externe. Oui, avec la CLI, tu pèses sur un Python, là, tu vas rajouter tout ce comportement PWA que tu peux personnaliser. Donc, c'est ça, c'est de la promesse, là, que les applications web, non seulement fonctionnent dans un furteur, mais maintenant qui peut également ressembler fortement à une application native quand on est sur un mobile. Quand tu crées en tout cas le fameux packaging de ton application web en PWA, tu peux même la déployer maintenant dans le magasin de Google ou dans le magasin de Microsoft. Ce sont les deux présentement qui acceptent les PWA. Oui, ça a été une grosse nouveauté, c'est que, comme je disais, non seulement ton cellulaire peut te proposer de l'installer et te mettre une icône, mais ça veut pas dire qu'il est dans le store. Ça veut dire que c'est une application web que tu es allé chercher avec ton navigateur web sur ton mobile. Mais alors, la nouveauté, c'est que depuis quelques mois, là, c'est quand même assez récent, il y a carrément des stores d'applications qui typiquement ne sont que pour les applications natives. Je parle du Google Play Store pour Android ou bien le Windows Store. Eh bien, ces stores-là maintenant acceptent les applications PWA. Donc, ça a été un gros point en faveur là des applications web avec PWA, c'est qu'ils peuvent être présents et cohabiter avec les autres applications natives là dans les stores. Puis est-ce qu'on pourrait dire que pour beaucoup d'entreprises, ou en tout cas de développeurs en entreprise, cette promesse-là qui avait été annoncée il y a quelques années avec la spécification PWA, là maintenant qu'elle devient concrète, beaucoup d'entreprises se disent j'ai plus besoin de faire d'autres types de développement que du web. Je peux faire une application web et satisfaire à peu près tous les besoins de mes clientèles à l'interne. Et d'où leur intérêt pour des frameworks comme React, Vue ou Angular, parce qu'ils se disent si on pour se mettre sur le web, adoptons un framework pour avoir des composantes et tout. Oui, je dirais c'est une arme de plus là en faveur du web. Après, ceci dit, il faut réfléchir surtout en tant qu'usage. Là, c'est quoi le type d'application que tu fais? On s'entend que il y a certains types d'applications qui sont encore, je dirais, réservés au développement natif. Je parle des jeux vidéo ou si tu fais quelque chose qui utilise intensivement la 3D, ce genre de choses. Ça va être beaucoup moins approprié en web, même si tu mets la touche PWA, mais ça va être approprié quand même pour un paquet d'applications de type entreprise là, où je suis toujours pareil, je présente des données dans une grille, c'est ce qu'on fait là, avec un look and feel qui va bien et qui va être comme en natif. Ça s'approche bien, ça s'apprête bien à l'approche PWA, mais c'est pas non plus il y a certains types d'applications qui vont quand même nécessiter d'y aller en natif. Quand tu fais du développement Vue.js, ce qui est fabuleux, puis ce qui est vrai aussi avec React ou ce qui est vrai aussi avec Angular, c'est que tu as aussi dans des projets open source des composantes que tu peux aisément acquérir, que ce soit des boutons, des tabs, en tout cas différentes des sliders, en tout cas beaucoup de composantes où est-ce que là t'as zéro code à faire, tu fais juste prendre la composante telle quelle. Je pense entre autres les gens qui adoptent beaucoup Vuetify avec Vue,
qui offre ce type de composante-là. Il y a l'équivalent aussi il y en a plusieurs dans le monde Vue, il y en a aussi plusieurs sûrement dans le monde React. Et Angular, je connais moins, mais Laurent, il y a sûrement des composantes où ça vient, c'est probablement même fourni peut-être par Angular, par l'équipe Google. Oui, ben effectivement, c'est toujours la problématique là, qu'on a en logiciel, c'est qu'on a des développeurs, mais on a parfois beaucoup moins de designers, voire pas. Et on aime ça avoir une librairie de composantes visuelles qui nous mâche le travail à ce niveau-là. Donc oui, tu as cité qu'est-ce qu'il y avait dans Vue. En React, il y en a également. L'approche d'Angular, c'est qu'il n'y a aucune composante visuelle built-in. L'approche, c'est de fournir le framework avec toutes les fonctionnalités, le binding, la navigation, mais au niveau du visuel, tu fais absolument ce que tu préfères. Alors, il y a des librairies qui existent, bien sûr. Il y a Angular Material, il y a ce genre de choses. Mais elles sont optionnelles. Tu choisis celle que tu as besoin. En fait, tu choisis celle. Ils voulaient pas vous forcer les gens à utiliser une suite de composantes spécifiques, donc chacun peut utiliser ce qu'il préfère. Donc, je dirais dans les 3 frameworks librairies, il y a de quoi évidemment avoir des équivalents un petit peu à la Bootstrap CSS qui a été beaucoup utilisé pendant longtemps, qui est toujours là d'ailleurs. Mais il y a du Material Design, puis il y a des équivalents également. On peut peut-être définir c'est quoi un Material Design? Le Material Design, c'est tout simplement un équivalent à Bootstrap CSS. Donc les deux sont des librairies de composantes visuelles réutilisables. Un bouton, une grille, un date picker, un slider, des onglets, toutes ces choses-là qu'on a tout le temps besoin. Donc Bootstrap a fourni ça pendant longtemps en web, là, avoir un look and feel d'une application d'entreprise avec des menus typiques, là. Et puis Material Design, c'est le UI qu'on a vu apparaître sur les téléphones Android et qui maintenant peut s'utiliser en web parce que c'est tout simplement du CSS et du JavaScript. Donc, ouais, c'est une série de design ou de lignes directrices au niveau du design qui est écrit par Google. Oui, c'est une spec, mais il y a une implémentation aussi. Mais effectivement, il y a le design, les recommandations de design, mais il y a des implémentations concrètes qu'on peut utiliser directement là, sans avoir à se casser la tête à le faire nous-mêmes. Mais il n'y a pas un produit comme Material Design, là, comme Bootstrap l'est. Donc, par exemple, sur Vue, ce qui implémente Material Design, c'est Vuetify. Exactement. Qui est un projet open source. Et la façon que les gens qui sont dans ce projet-là de gagner des sous, eux, c'est qu'ils vendent du service conseil autour de ce framework-là, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Après, parce que tu peux faire des thèmes, des déclinaisons ou des customisations, mais c'est ça. Il y a l'équivalent dans Angular avec Angular Material et puis très certainement dans React également. Puis, mais moi, d'ailleurs, il y a un point que j'aime mentionner, peut-être pour clarifier aux auditeurs, quand on compare souvent comme ça les frameworks entre eux, et moi j'aime bien dire que je pense pas qu'il y en ait un qui est mieux que les deux autres. Je pense pas qu'il y ait un gagnant forcément là dans cette compétition entre les frameworks JavaScript, même si on a vu qu'il y en a 3 majeurs là en 2019 qui sont React, Vue et Angular, mais je pense pas qu'il y en ait un qui est fondamentalement meilleur que les autres. C'est des approches qui sont sensiblement un peu différentes. L'approche c'est de faire de l'applicatif en web, mais il y a des implémentations un peu différentes. Voilà, React c'est un peu plus librairie, Vue, Angular c'est plus des frameworks, mais je dirais qu'il y a prendre le bon outil pour le bon problème là. Et chaque framework peut être utilisé et a été utilisé pour faire des belles applications d'entreprise. Tu parles de prendre le bon outil pour le bon problème. Quels seraient des bons scénarios où là, on voudrait prendre Vue.js puis qu'on prendrait pas, par exemple, Angular? Oui, je pense qu'il y a un bon scénario qui a été mentionné, encore une fois, quand on a fait la table ronde il y a quelques jours à Montréal. C'est que si tu as déjà une application existante, une application web, un site web que tu as fait il y a quelques années, là, et tu aurais du jQuery et du JavaScript, et tu veux le transformer dans ce qu'on appelle maintenant un single page app, là, un SPA, une application web monopage complète, là, donc en utilisant un des frameworks disponibles, eh bien ça serait un bon scénario d'usage de Vue. L'aspect progressif fait que tu peux l'adopter rapidement sur ton site web en cours et tranquillement, pas vite, le migrer en utilisant un framework, le framework complet. Alors que c'est vrai que ouais, c'est complètement fou parce que on pourrait ajouter une nouvelle page dans notre application. Donc, l'application est principale, on y touche pas, on rajoute une nouvelle page.
puis on met seulement une référence à la librairie au .js. Puis paf, on a une page, une seule page, mais qui implémente Vue. Oui, vraiment l'approche, on commence petit, on transforme tranquillement pas vite, on a une vraie application complète avec Vue. Mais c'est cette adoption progressive qui est intéressante, je pense qu'il rend accessible et surtout à des gens qui auraient déjà des projets à migrer. Là où Angular c'est vraiment peut-être plus adopté quand on part from scratch, là, clairement, parce qu'on prend toute la patente, on installe tout, on a le framework. T'as pas le choix, hein, c'est tout Mais ou rien. ça serait difficile de dire je migre une vieille application qui est faite en jQuery puis je la migre tranquillement en Angular. Ça va être plus compliqué qu'autre chose. Il faut quasiment partir from scratch. Donc probablement qu'il y a des gens qui disent moi j'ai pas 2 mois à perdre à tout réécrire, j'ai mon application qui roule en production avec du bon vieux jQuery, mais je voudrais aller vers un framework. Vue va être approprié dans ce cas-là parce qu'on peut l'adopter très rapidement. Comme tu dis, on fait juste une page, une référence de script, on commence à bénéficier du binding et tout ce que fournit un framework comme ça, sans la complexité de monter tout un setup complet que nécessitera. Moi, je peux partager un autre scénario qu'on a utilisé. Bon, juste la petite histoire, dans la startup que je démarre, on utilise Vue avec Vuetify. Donc, je vis, moi, avec Vue depuis 8 mois, 9 mois maintenant. Et un des scénarios où on a décidé d'utiliser Vue, c'est tout le back-end, donc tout ce qui est partie de notre API, tout ça est tout fait en ASP.NET Core. Et forcément, maintenant, on avait besoin d'avoir quelques pages d'administration, mais qui sont vraiment des pages que les clients verront jamais. Là. C'est des pages pour nous. Et bon, le modèle classique à ce moment-là, c'est bon, c'est en ASP.NET, on fait juste activer un contrôleur MVC, puis bingo. Et à ce moment-là, on peut directement accéder à nos bases de données, par exemple, quand on est sur le serveur. Mais là, on avait des difficultés quand on voulait faire une présentation quand même un peu plus étoffée. Donc, ça a été un pet pour nous autres de juste activer Vue dans nos pages ASP.NET et à ce moment-là, de pouvoir de mélanger du Vue avec du ASP.NET. Ça peut sembler peut-être rébarbatif, mais ça a été vraiment très simple et ça nous a permis de faire des UI d'administration, comme par exemple avec des data tables. Donc, toutes les choses qu'on veut faire souvent quand on veut lister des listes, des choses comme ça, de façon très, très, très aisée, sans avoir à se casser la tête à essayer de se battre contre le HTML ou d'avoir à utiliser jQuery ou ce genre de choses-là, ou pire, d'avoir à le faire en ASP.NET classique, ce que tu veux plus faire, là. Classique. Voyons donc, Mario, voyons donc. Mais tu marques un super bon point parce que ça démontre la flexibilité du modèle de Vue. Donc, ce que tu as fait, t'as imbriqué Vue dans tes applications, dans tes pages ASP.NET MVC Core. Puis ça fonctionne super bien. Tu aurais pu prendre le modèle complètement single page application, puis là créer tout ton code là directement au niveau du client, puis faire appel à des API. Oui. Mais ça nous forçait à faire des API pour la partie administration. Parce que, bon, pour la partie, notre vraie application que les utilisateurs vont utiliser, ça, on a une API REST et tout. Mais là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on se monte un API pour la partie administration? Bon, on utilise aussi beaucoup Cosmos, comme BD, en arrière. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ça va aller beaucoup plus vite si on fait tout du côté serveur, sans avoir à se battre à publier une API. On va aller lire les données directes et les renvoyer dans une page. Oui, on va être un peu plus lente parce que c'est sûr, c'est server-based, donc il y a un rafraîchissement et tout, mais puisque c'était pour de l'administration, donc on s'est dit, on peut vivre avec nous. Mais c'est un excellent point, puis c'est toujours se poser la bonne question de quoi j'ai besoin pour résoudre mon problème, et on n'a pas forcément besoin de forcément tout faire dans un SPA, de tout faire dans une technologie, et ça peut être un mix de plusieurs choix. Surtout qu'on se faisait déjà plaisir à faire un SPA pour l'application que les utilisateurs utilisaient. Donc, on touchait déjà à la version très, très, très moderne de faire les choses. Mais comme tu disais, quand on a regardé la problématique, on s'est dit, là, on peut y aller plus mollo et au lieu de prendre plus de temps, de faire plus rapidement. Le temps, c'est de l'argent, hein?
Non, absolument. Est-ce que tu vois, Laurent, des différences entre les développeurs qui utilisent soit Angular, React ou Vue? Est-ce qu'il y a je dirais pas des, des modèles ou des types de développeurs, là, mais est-ce que tu vois des certaines différences? Oui, j'ai noté de ce que j'ai pu voir en tout cas, les développeurs Angular étaient beaucoup des développeurs qui viennent du monde Java ou .NET. Et je pense que ça fait du sens parce que voilà, c'est l'approche faire un single page app web, mais je dirais pour les gens qui ont peur du JavaScript. C'est-à-dire qu'on leur donne un framework, comme ils ont l'habitude de faire un framework avec .NET ou Java, puis ça utilise également, je pense, un point qu'on n'a pas trop discuté, c'est TypeScript. Et TypeScript, c'est un langage qui vise à simplifier la production du JavaScript. Une application Angular, c'est comme en React ou comme en Vue, c'est 100% du JavaScript, mais on la code avec TypeScript, qui est un langage qui est très similaire à ce qu'on ferait avec un C# ou même un Java, un langage orienté objet avec des classes, avec du typage fort, avec un compilateur. Un compilateur, eh bien aussi tous les développeurs d'entreprise familiers avec l'approche langage avec compilateur. Hein, je parle de voilà l'armée de développeurs Java ou .NET existants de C#, vont être tout à fait La familiers notion avec de cette builder, approche-là. de Donc, compiler notre application, là. la notion de compiler pour obtenir le JavaScript. Alors, on parle d'une compilation qui a lieu au développement. Hein, c'est pas du tout quelque chose qu'au runtime. Au runtime, c'est purement du JavaScript, Angular. Mais voilà, on a une expérience qui est familière. Donc, je vois beaucoup de développeurs d'entreprise qui viennent de ce monde-là, la Java.NET, qui adoptent Angular pour ces raisons-là. Probablement que React et Vue, en tout cas à date, étaient beaucoup plus JavaScript. En fait, c'est vraiment JavaScript. Voilà, JavaScript, on aime ou on n'aime pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très à l'aise avec ça, mais il y a voilà beaucoup de développeurs d'entreprise qui vont être beaucoup moins à l'aise avec JavaScript. C'est un langage qui a plein de petits pièges là, qui vient de loin. Là, on va dire, il a été conçu. Le premier design de JavaScript, c'est il y a 23 ans. Ça a été fait en 10 jours. Donc, c'est vraiment fait pour ouvrir des pop-up là et afficher des publicités à la base. Alors ça a évolué, mais n'empêche qu'on parle d'un langage comme ça. Parce que je vois les développeurs, en fait, beaucoup de développeurs Vue sont pas nécessairement des développeurs de type corporatif, là, de la grande entreprise, là. Ouais, je pense. Peut-être des développeurs PHP ou des gens qui avaient plus l'habitude d'aller vers du JavaScript, Ouais. plus à l'aise avec ça. Et pareil pour React d'ailleurs. Et par contre, là, juste pendant que je suis sur le sujet de TypeScript, TypeScript qui au passage est un langage qui vient de chez Microsoft, qui était utilisé depuis fort longtemps chez Microsoft à l'interne, qui n'était pas vraiment populaire, je veux dire, à l'externe. Mais un jour, Google a décidé d'adopter TypeScript pour coder Angular. Donc 100% du code source d'Angular est codé chez Google avec TypeScript. Donc c'est un langage qui vient de Microsoft mais qui est complètement open source. Donc c'est intéressant de voir que les deux compagnies d'ailleurs collaborent là-dessus. Et alors quand Google a décidé d'utiliser TypeScript pour Angular, là c'est devenu intéressant pour un paquet de gens. Tout le monde s'est dit ah tiens c'est intéressant, qu'est-ce que c'est que ça? Alors la communauté Angular a embarqué fortement et a utilisé TypeScript, mais TypeScript n'est pas du tout lié à Angular là, comme on pourrait le croire. C'est juste un générateur de JavaScript. C'est juste un langage qui nous aide à développer le JavaScript, à le coder, donc avec un compilateur et avec de la programmation générique, avec des expressions lambda, vraiment des choses comme on voit dans un C# ou un Java. Et alors, sur ce point-là, juste pour finir, React est encore massivement JavaScript, mais Vue est en train de changer. Il faut savoir que Vue est actuellement en version 2 et la version 3 s'en vient. Il y avait la première conférence Vue au Canada fin 2018, en novembre 2018 à Toronto. Moi j'étais présent et il y avait Ivan Yu, donc l'ingénieur principal de Vue, et donc il a présenté ses plans pour la version 3 qui est supposée sortir cette année en 2019. Et il a annoncé que Vue 3 allait être 100% basé sur TypeScript. Ceci dit, pour l'utilisateur, ça allait être une option. Il aurait l'option d'utiliser TypeScript ou de rester en JavaScript, mais on voit là un rapprochement avec TypeScript et le framework lui-même sera codé en TypeScript. Donc ça fait deux frameworks là, Angular et Vue
qui s'orientent de ce côté-là. Et moi, je dis que TypeScript aide beaucoup les développeurs d'entreprise à être plus à l'aise à la production du JavaScript, parce que finalement, ça masque un petit peu la complexité de JavaScript. Je t'arrête tout de suite, Laurent. Je viens de voir passer sur mon fil Twitter une annonce de Vue.js qui disent qu'ils vont tout simplement ignorer la version 3 et passer à la version 4.1 dans un an exactement. Ah, ça, c'est parce qu'on est le 1er avril, n'est-ce pas? Exact. En tout cas, à l'heure où on enregistre, on est le 1er avril. On est le 1er avril, le jour, oui. Mais c'est un vrai tweet, ça? C'est passé il y a quelques minutes, là. Ah, c'est bon, il y a dû y avoir un paquet comme ça. Peut-être qu'Angular est rendu en version 18, là. Ben, au rythme où ils vont, c'est une version tous les 6 mois, hein, Angular? Non, on est en version 7, à l'heure où on enregistre, on est en version 7, effectivement. Mais si on veut faire du JavaScript, du développement SPA de façon sérieuse, TypeScript est presque un incontournable. En tout cas, nous, ça s'apprend, même si les recettes existent, comment utiliser TypeScript avec Vue.js. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre startup. Chez Microsoft, ils font beaucoup de React juste en TypeScript parce que eux autres aussi se disent non, ça nous prend un langage parce que le compilateur, ça détecte beaucoup d'erreurs que tu veux pas détecter à l'exécution, mais que tu veux détecter à la compilation. C'est sûr que on n'empêchera pas encore beaucoup de gens de continuer à développer en JavaScript et à pas initier, en tout cas, à avoir du code très qui va planter à l'exécution, mais ça c'est la vie. Mais ouais, moi, JavaScript, j'appelle ça du code and pray. Code and pray. Ah, ouais, c'est bon. On n'a pas on code du JavaScript, on n'a pas la moindre idée si ça fonctionne ou pas, on n'a pas de compilateur pour nous dire, et puis on doit rouler ça dans le furteur pour voir si ça brise dans la console, c'est un peu ça l'expérience. Ouais. Mais c'est drôle parce que TypeScript n'est pas forcément quand même adopté partout, et moi je constate que la communauté React, elle est un peu réfractaire, même si on peut utiliser TypeScript en React, il y a des recettes qui existent, mais les gens ont l'air de vouloir continuer avec JavaScript en se disant on préfère JavaScript, peut-être parce que les gens qui utilisent React sont peut-être plus experts à ce niveau, plus bas level, je dirais, mais c'est bizarre, alors qu'Angular, moi j'ai jamais rencontré une seule personne dans le monde là. Pourtant, j'en ai vu des projets qui utilisent pas TypeScript. Et donc, je constate que Vue, même si c'est optionnel, là, ça en va fortement là-dedans. Mais React, il y a encore beaucoup de gens qui, je pense, ils veulent même pas l'adopter. Mais la beauté, c'est que JavaScript, à toutes les années, évolue aussi comme langage. Et là, tous les ajouts qu'on fait de plus en plus au langage, c'est des ajouts qui permettent de pouvoir faire de plus en plus ce que te donne TypeScript directement dans la spécification originale de JavaScript, c'est-à-dire que on peut espérer qu'un jour les navigateurs nativement vont être capables de rouler presque l'équivalent du TypeScript qu'on utilise aujourd'hui, puis quand ce jour-là arrivera, probablement que toute cette communauté de développeurs-là vont se mettre à utiliser aussi ces fonctions. Oui, c'est intéressant. Effectivement, quand je parle TypeScript, moi, je suis enthousiaste, mais je conçois que il y a des gens qui veulent utiliser que JavaScript, et c'est bien correct, là, les gens qui sont habitués à ça, et il y a aucun problème à utiliser que JavaScript. Et comme tu le mentionnes, JavaScript lui-même, la spécification qui s'appelle ECMAScript évolue rapidement maintenant. En tout cas depuis 2015, c'est assez récent, mais depuis 2015, la spec évolue chaque année. Chaque année, on a des nouveautés. Donc effectivement, TypeScript, c'est comme ça qu'il est conçu, lui, c'est qu'il va au-dessus de la spec. Donc il est très fortement basé sur JavaScript en rajoutant l'aspect compilateur typage ou des génériques, ce genre de choses. Mais il y a des choses de TypeScript qui se retrouvent dans JavaScript à chaque version, donc ça continue d'évoluer dans ce sens-là. TypeScript sera toujours au-dessus de JavaScript, mais ceci dit, JavaScript lui-même pourrait être bien suffisant un jour, et c'est bien correct de n'utiliser que JavaScript directement, parce qu'il se modernise lui aussi là, et peut-être qu'un jour on aura un équivalent de, je sais pas si on aura un TypeScript vraiment dans le furteur, parce que ça voudrait dire qu'on a une phase de compilation dans le furteur. Alors je sais pas si WebAssembly. Ouais. Ah oui, on est parti sur notre thème. Anyway. Le prochain talk show, WebAssembly. Mais WebAssembly, et juste une petite note là-dessus, nos auditeurs, les gens vont dire, c'est une alternative à ces frameworks-là. La grosse lacune aujourd'hui, c'est que ça te prend aussi des librairies de composantes. Et là, faudra voir, mais on est dans les premiers balbutiements. Ouais, ben juste pour le contexte, est-ce que vous avez déjà fait un podcast? Oui, avec des gens qui ont créé le framework Uno.
Donc, Très bien. Donc, pour les auditeurs, vous pouvez vous référer à ça pour Ouais. WebAssembly. Hey, Laurent, j'écoute le podcast, puis ça m'intéresse, je vais essayer Vue. Je suis un développeur .NET ou autre. Je suis familier avec le JavaScript puis le HTML. Je commence comment? Oui, le mieux, c'est d'aller voir sur le site officiel parce qu'il y a des très bonnes recettes et une bonne documentation. Donc, le site officiel, c'est vue.js.org et on peut noter que c'est une bonne documentation avec également des traductions dans pas mal de langues. Donc, il y a vraiment tout le contenu qui est en français. Et je dirais que c'est un bon point de départ. Étant donné que c'est un framework aussi qui est relativement simple, faire un tour au niveau des docs ainsi que les tutoriels, c'est une excellente base. Et je dirais d'ailleurs que c'est pas un point exclusif à Vue d'avoir une bonne documentation. Je trouve que les trois, que ce soit React ou Angular, ils ont tous une excellente documentation sur leur site officiel respectif. Donc je dirais pour Vue, moi je commencerai avec le site officiel, cliquez sur donc vue.js.org, cliquez sur documentation, on peut même mettre ça en français, et il y a de très bons points de départ là où je dirais en quelques jours on pourrait faire nos premiers pas facilement là sur une première application. oui, c'est vraiment... Je dois dire que le point qui m'a déstabilisé au début quand j'ai appris, j'ai commencé à apprendre Vue, c'était l'aspect, on te montre certaines démos là qui ont fait juste une référence à la librairie JS, puis il y en a d'autres que, c'est tout le package là, avec le Webpack et puis tout ça, puis des fois tu passes par exemple sur YouTube, t'essaies d'apprendre un petit peu, puis tu tombes sur une vidéo, puis hop, ça prend ce pattern-là, tandis que un prend l'autre pattern. Ah oui, effectivement. Sur le site, ils vont commencer ça. Les premiers exemples, ils vont te montrer, tu mets une ligne de script qui est vue et tu commences à faire ton instance vue en JavaScript. Et très rapidement, après, ça se transforme. Là, je veux tout mon build complet avec la CLI, avec Webpack, le bundling. Et là, t'embarques sur l'approche framework. Puis là, je pense qu'il faut prendre faire un pas en arrière, puis regarder d'un point de vue d'ensemble. C'est quoi cette histoire-là de Webpack, puis de tout l'aspect command line là, pour essayer de démystifier un petit peu cette partie-là pour mieux ensuite continuer. Là, c'est l'approche complète qui, je dirais, est similaire à Angular. Ouais. Sauf que voilà, Vue t'a permis de commencer sans avoir à mettre ça obligatoirement. Moi, je peux donner une recommandation là-dessus. Essayez pas de créer vos propres recettes Webpack. Nous, on a perdu un temps fou à ça. Le chemin le plus simple, c'est partez de Vue CLI Tour qui va te générer tous tes Webpack standards. Donc, ce qui veut dire quasiment repartez votre application si vous avez déjà quelque chose et venez juste après ça recoller votre code plutôt que de se dire on va comprendre comment marche tout Webpack. C'est un monstre cette affaire-là. Oui, mais c'est un excellent conseil et c'est valable pour les trois frameworks. Ils ont toutes les trois React, Angular et Vue. Ils ont toutes les trois une excellente CLI. Et les CLI, c'est relativement récent. Hein. On parle de 2-3 ans pour chacun là qui est là. Mais depuis qu'on a des CLI vraiment qui sont des projets officiels maintenus par les équipes respectives, on n'a plus d'excuses de pas les utiliser parce que c'est là vraiment pour nous simplifier toute l'installation, le setup, toutes les configurations de Webpack ou ce genre de choses. Il faut plus continuer à faire ça manuellement. Là, on se casse. Et attends un petit peu là. Faisons juste préciser. Qu'est-ce que c'est le CLI, qu'est-ce que c'est Webpack, parce que pour quelqu'un qui a juste fait du JavaScript ou du jQuery là, c'est des concepts là qu'on n'a pas avec du JavaScript standard là. Et oui, donc CLI c'est du tooling, c'est de l'outillage, l'outillage en ligne de commande. Donc c'est un paquet de commandes qui permet d'automatiser un paquet de tâches. Et parmi ces tâches, il peut y avoir par exemple ce qu'on appelle le bundling. L'outil le plus populaire actuellement pour bundler du JavaScript, c'est Webpack. Et c'est quoi le bundling? C'est tout simplement que on produit avec ces frameworks librairies des milliers et des milliers de lignes et de fichiers de JavaScript. Donc on veut pas envoyer tout ce JavaScript comme ça dans des centaines de fichiers depuis le serveur. On fait du bundling. Donc le principe c'est de merger ensemble tous ces fichiers JavaScript et de les compacter et de les optimiser de façon à ce que l'application soit rendue en le moins de fichiers possible, quasiment un package on va dire, et le plus compact possible, parce qu'on est dans du client-serveur, l'application web, que ce soit en React, Angular ou Vue, c'est des applications qui sont hébergées sur un serveur web à la base.
Donc on a toujours des utilisateurs qui peuvent avoir des connexions plus ou moins faibles ou être en 3G sur un mobile. Donc on veut que ce soit des applications qui fassent pas 10 MB, voire même 3 MB. Là, on veut des applications qui fassent, mettons, 500 kilooctets. Même là, ça serait quasiment gros. Donc, il y a tout ce processus de bundling, d'optimisation. Et alors, pendant longtemps, on faisait nos scripts personnalisés de piloter Webpack ou même, je remonte un peu avant, là, on parle d'outils comme Grunt ou Gulp. Je sais pas si vous avez connu ça, mais c'était des outils où on crée des tasks, des tâches, et on les automatise, on les roule, mais il fallait tout configurer soi-même. Donc il y a beaucoup de gens qui ont toute une pratique avec ça. Mais maintenant, que ce soit pour Vue, React ou Angular, les trois ont leur CLI officiel qui évolue en même temps que la librairie ou le framework, qui gère toutes ces tâches-là de façon automatisée, qu'on peut personnaliser au besoin, mais qui fait la job. Donc il faut vraiment utiliser ces outils-là pour pas perdre de temps, pas se casser la tête à gérer toute la partie vraiment outillage et plomberie. Effectivement, puis un conseil que je donnerais aussi, c'est lorsque vous allez fouiller pour la documentation, pour des exemples sur le web, regardez les dates de publication des articles ou des blog posts. Parce que si vous tombez avec des versions qui sont anciennes, comme tu disais, Laurence, il fallait tout faire ça manuellement, puis tout ça, tandis que maintenant, c'est automatisé avec le CLI. Donc, écartez tout de suite les documentations qui couvrent les versions antérieures. C'est pour cette raison que je mentionnais le site officiel pour la documentation, parce que les documentations sont tout le temps mises à jour, là. Si tu vas sur le site officiel, et que ce soit pour Vue, Angular ou React, les documentations officielles, c'est une bonne source parce qu'ils les mettent à jour systématiquement. Il n'y a pas de vieux stock. Faut être aussi conscient que Webpack aujourd'hui est dans sa version 4, je crois. Et il y a eu aussi des gros breaking change entre la version 3 et la version 2. Donc souvent, il y a une recette qui est écrite pour Webpack 2, marchera pas du tout en 4. D'où pourquoi souvent tu vas vouloir dire, ben attends, je vais aller à la source. Comment on fait la recette, par exemple, aujourd'hui pour un exemple très classique qu'on va faire avec Webpack. Si on a des images, on voudrait pas, quand on est site web, ramener une image qui est avec une résolution phénoménale, là, parce qu'on n'a pas besoin, puis de secondo, absolument, les gens qui sont sur un mobile ont pas une bande passante comme on peut retrouver, mettons, quand on est en mode intranet. Donc là, ce que tu veux, c'est peut-être packager des images beaucoup plus légères. Donc, tu veux que ton site web, en réalité, tu veux comme avoir plusieurs saveurs des images de générer, et que ton site web, si c'est en mobile, va prendre telle image plutôt que telle autre. Et ça, avec Webpack, tu peux tout programmer ce genre de recette-là. Et ça sert à ça, entre autres, Webpack, là, s'assurer qu'on... Oui, Webpack est devenu un outil indispensable, mais c'est ça, les CLI, en fait, l'utilise quasiment sans qu'on le voit, là, il essaie de le rendre abordable. Moi, je sais pas, pour tes auditeurs qui seraient peut-être plus familiers avec .NET et Visual Studio, je ferai un peu le parallèle avec MS Build, où effectivement, on pourrait aller customiser complètement les tâches qui sont faites dans MS Build, mais qu'est-ce qui fait vraiment ça, là? On peut laisser faire ça avec Visual Studio, qui s'en occupe très bien, on le voit pas forcément d'ailleurs, à première vue, il est comme caché, là, mais Webpack est aussi comme ça, utilisé par les CLI, et puis il fait la job, donc on n'a plus vraiment à aller toucher à ça manuellement, sauf des cas extrêmes. Puis si on revient sur l'outillage, mais c'est un outil, un framework web, ça veut dire que tu as besoin juste d'un éditeur web. Visual Studio Code est probablement le meilleur choix. On a déjà fait une émission avec toi sur Visual Studio Code qui est moi en tout cas j'utilise celui-là. Guy, je pense que tu utilises celui-là, ça fait vraiment bien la job. Ah bah ouais. Oui, ben on avait fait un podcast il y a quelques temps. Effectivement, on disait qu'il prenait une ampleur massive là, et qu'il allait certainement devenir un des éditeurs de code de choix pour la majorité. Puis je pense que c'est vraiment ça qui s'est produit là. Si on regarde en 2019, donc comme tu dis, en termes de tooling, on a juste besoin d'un éditeur de code, et que ce soit pour Vue, React ou Angular. Et effectivement, tout est possible. Hein. On peut utiliser l'outil de notre choix. Mais clairement, Visual Studio Code est devenu un outil de premier choix assez rapidement. C'est un éditeur, donc pour rappel, pour les auditeurs, c'est un éditeur de code qui est fait par Microsoft, mais qui est complètement open source et gratuit, qui restera gratuit. Il n'y a pas de version payante, là, il n'y a pas de version commerciale comme le gros Visual Studio, j'aime bien l'appeler comme ça, la version mettons 2017 ou 2019, c'est la version commerciale, mais VS Code, c'est juste un éditeur de code
et complètement gratuit. Et donc, il y a eu une grosse adoption parmi toutes les communautés, là, même les gens qui font du PHP ou du Java et puis Ah ouais, web. absolument. Donc, c'est l'outil de prédilection là, pour beaucoup de gens. Ouais. Écoute, je pense que ça fait le tour. Tu sais, on pourrait dire beaucoup de choses sur Vue, rentrer dans les problèmes plus concrets, mais c'était pas l'objectif aujourd'hui. C'est plus de faire un survol, permettre aux gens de pouvoir comprendre quel type de problème c'est. Moi, j'aime beaucoup le fait que le mot progressif, c'est-à-dire Vue te permet de y aller par petits pas et de sans avoir à tout jeter par la fenêtre ce que tu avais déjà fait. Ouais. Du coup, il a trouvé sa place, parce que quand il est arrivé, il y avait déjà deux majeurs. Alors, on s'entend, il y avait Angular et React. L'un est fait par Google, l'un est fait par Facebook, et on s'entend qu'ils sont là pour rester. Moi, c'est un peu comme quand on parle de .NET et Java, là, les deux sont là pour rester, les deux sont bons. Alors, lui, il arrive en troisième, puis finalement, il a pris sa place parce que finalement, il a trouvé sa voie là, en faisant une approche progressive qui peut faire du sens pour beaucoup de gens. Donc, encore une fois, moi, je suis pas à l'aise et j'aime pas beaucoup voir sur Internet des articles qui disent voilà quel est le meilleur framework et essayer de dire voilà que celui-ci c'est le meilleur, parce que je pense pas qu'il y ait forcément un meilleur framework dans l'absolu, puisque ça dépend de tes besoins, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ton équipe technique, ils sont familiers avec quoi. C'est ça qui va dicter un petit peu le framework que tu vas utiliser. Là, ce soir, on a parlé beaucoup de positionner Vue, mais j'aime pas vraiment dire qu'il y en a un qui est fondamentalement meilleur que les deux autres. Les trois peuvent vous aider à autant Vue que les deux autres à faire des beaux projets SPA. Ils ont chacun leur spécificité. Et idéalement, ce soir, on en a discuté, on en a abordé là plusieurs. Mais Laurent, on te remercie beaucoup. Puis si on veut en savoir plus, ben on peut assister à tes formations. Oui, en tout cas au Canada, parce que c'est là où j'essaie de rester, mais effectivement, donc on mettra le site en ressources. Mais moi, je fais une formation payante là pour les développeurs d'entreprise dans 2 jours pour bien être à l'aise avec Vue. Le site c'est vue.ac tout simplement, mais on mettra l'hyperlien dans les. OK, ben on en profite nous pour souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On va les revoir dans le prochain mois. D'ici là, ben à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir, bye bye.